Je vous remercie, chers collègues, d'être ici présents, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs. Notre commission d'enquête sur la pénurie de médicaments et les choix de l'industrie pharmaceutique française poursuit aujourd'hui ses travaux par l'audition conjointe de plusieurs associations d'usagers et de professionnels du système de santé, dont la voix est évidemment déterminante pour notre analyse de ce problème. Nous avons déjà effectué une première table ronde de ce type qui a été très instructive. Il nous est particulièrement précieux, en effet, de bénéficier de votre expérience et de vos témoignages sur la façon dont ces tensions et ruptures d'approvisionnement, qui dessinent une situation chronique, désormais, je pense qu'au bout d'au moins une quinzaine d'années, on peut le dire, pèsent très concrètement sur la vie des patients et des soignants. Chaque occurrence de pénurie altère la qualité des soins, suscite angoisse et détresse légitime chez les patients et leurs proches, des organisations, incertitude et perte de temps médical pour l'équipe soignante, et peut même engendrer, et vous nous direz jusqu'à quel point, des pertes de chance qui ne sont jamais acceptables, voire des arrêts même de traitement. Sont présents autour de la table Madame Catherine Simonin pour France Asso Santé, l'Union nationale des associations. Elle n'est pas autour de la table, elle est en distanciel, en visio. Bonjour Madame. L'Union nationale des associations agréées du système de santé, organisation interassociative de référence créée en mars 2017 en remplacement du collectif interassociatif sur la santé que nous avons tous bien connu. Regroupant près d'une centaine d'associations, France Asso Santé, interlocuteur incontournable des pouvoirs publics et des établissements de santé et acteur essentiel de la démocratie sanitaire, représente et défend les usagers du système de santé, notamment sur les questions de l'accès aux soins et aux thérapies innovantes. Elle donne l'alerte depuis plusieurs années sur la multiplication des pénuries de médicaments et ses conséquences sur la santé des patients. Vous aviez d'ailleurs été auditionné en juillet 2018 lors de la mission du Sénat sénatorial concernant la pénurie de médicaments et de vaccins. Madame Juliana Verras, qui est là, coordinatrice de Médecins du Monde, ONG bien connue, et qui milite notamment pour la remise en cause des brevets et plus généralement du modèle économique des grands laboratoires. Ceux-ci ont tendance, expliquez-vous, à délaisser les molécules anciennes, les produits matures, comme on dit, médicaments matures, moins rentables quoique indispensables, au profit d'innovations qui n'en sont pas toujours et qu'elles font payer au prix très fort tout en se désengageant de la recherche. Vous avez notamment obtenu à l'automne dernier un affaiblissement définitif du brevet protégeant le sofosbuvir, la molécule de Gilead, indiquée contre l'hépatite C, l'Office européen des brevets ayant conforté à l'automne dernier son jugement de première instance. C'est un élément très important. Le docteur Julie Allemand-Sourieux, vous représentez le collectif Santé en danger, créé par le médecin Arnaud Chiche en juillet 2020. En réaction à l'annonce des conclusions du Ségur de la santé, votre association, qui compte près de 6 000 adhérents et 250 000 abonnés sur les réseaux sociaux, dresse le constat d'un effondrement du système de santé. Vous relayez la parole et les demandes de l'ensemble des professionnels de santé, du privé comme du public, et revendiquez en la matière un rôle d'alerte et de vigie. Sur le sujet des pénuries de médicaments, le collectif a notamment publié le 30 décembre 2022 un communiqué de presse intitulé « La France, pays en voie de régression ». Vous nous direz quelle était la valeur de ce point d'interrogation et s'il s'agissait selon vous d'une question rhétorique. Je pense que non. Le docteur Franck Prouet, médecin généraliste, vous animez le collectif Brevet sur les vaccins, Stop Réquisition, qui faisait partie de la coordination européenne sur l'initiative citoyenne européenne, pas de profit sur la pandémie. Dans ce cadre, vous militez pour la levée des brevets sur les vaccins et traitements anti-Covid et plus récemment pour la réquisition des moyens de production de médicaments d'intérêt majeur frappés par les pénuries. Vous nous direz à quel point les enseignements que l'on peut tirer de l'épisode des vaccins anti-Covid, qui a quand même été très instructif, peuvent être transposés au problème de l'organisation de la production des médicaments en général. Et enfin, M. Christophe Duguay,
Vous représentez l'Association française contre les myopathies, l'AFM Téléthon, acteur associatif majeur de la lutte contre les maladies rares. Vous êtes donc particulièrement bien placé pour évoquer notamment les questions de prix et d'accès à l'innovation thérapeutique. Je note en particulier que l'AFM Téléthon a créé avec BPI France en 2016 la plateforme industrielle Hyposchésie dédiée à la production sur le sol français de médicaments de thérapie génique et cellulaire, qui est passée en mars 2021 sous pavillon sud-coréen, et c'est hélas le destin de bien des initiatives industrielles. Pas que sud-coréen, mais de quitter le sol de notre pays. À cet égard, votre témoignage peut nous éclairer sur les enjeux de souveraineté sanitaire et sur la faisabilité de la création d'une filière industrielle nationale des thérapies innovantes. Vous le voyez, les sujets sont nombreux et beaucoup de questions restent pendantes. Nous sommes rendus au bout d'un mois d'audition, donc on compte rendre le rapport de la commission d'enquête début juillet, donc on a encore un peu de temps devant nous pour vraiment avancer sur tous les sujets. Nous vous remercions donc tout particulièrement, mesdames, messieurs, de vous être mobilisés aujourd'hui pour cette audition. Je vais vous céder à chacun tour à tour la parole pour un propos introductif d'environ 5 minutes. Et les 5 minutes sont importantes parce que vous êtes nombreux et qu'il faut qu'on puisse avoir des échanges avec les collègues ici présents et avec Madame la rapporteure qui a un certain nombre de questions à vous poser, et moi aussi à l'occasion. Puis Madame Laurence Cohen, rapporteure de notre commission d'enquête, vous posera une première série de questions. Je précise que nous vous adresserons à l'issue de l'audition un questionnaire complet auquel nous vous demanderons de répondre par écrit avant le 15 avril. Je précise également que cette audition est diffusée en direct sur le site internet du Sénat, avec en plus un bruit de fond qui doit être assez passionnant. Elle fera l'objet d'un compte-rendu publié. Avant de vous donner la parole, je dois vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Je vous invite chacun à votre tour à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Madame Simonin. Je le jure. Madame Verras. Madame Allemand-Sourieux. Monsieur Prouet. Et Monsieur Duguet. Très bien, je vous remercie. Et je vous laisse intervenir donc dans l'ordre d'interpellation. Madame Simonin en premier, et puis après voilà. Madame la présidente, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs, donc je vais donc d'abord faire les constats associatifs. Dans l'observatoire qui vient d'être publié au niveau de France Asso Santé, 37% des personnes ont déjà été confrontées à une pénurie en 2023. Ils étaient que 25% en 2018. 45% des personnes confrontées à ces pénuries ont été contraintes de reporter leur traitement, de le modifier, voire d'y renoncer ou de l'arrêter. C'est l'enquête de 2020 de la Ligue nationale contre le cancer. Je précise également que je suis administratrice de cette association. 68% des oncologues médicaux considèrent que ces pénuries, considéraient en 2020 que ces pénuries auront un impact sur la survie des personnes malades à 5 ans. Alors, sur le contexte des prix, France Asso Santé, comme vous l'avez rappelé, se mobilise pour donner un accès équitable aux innovations et le challenge qui est posé, c'est la soutenabilité de notre assurance maladie solidaire. Les personnes malades sont désormais face à un nouveau chantage industriel, augmenter le prix des médicaments anciens, qui, je le rappelle, n'ont plus de brevet, et pose la question de cette demande aujourd'hui. Alors, devons-nous clairement accepter ces demandes d'augmentation de prix? Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons connaissance que du prix facial des médicaments, c'est-à-dire des prix affichés, et que derrière se négocient au CEPS des remises qui restent non publiées et qui, en cela, nous ne pouvons pas connaître le prix réel du médicament. Ensuite, devons-nous aussi accepter plus d'aide publique pour les industriels?
dans le champ des relocalisations, peut-être, mais en attendant, les aides, comme vous l'avez rappelé, doivent s'assortir d'obligations de permettre à l'industriel et d'obliger cet industriel à produire le médicament dans le temps. Et ensuite, on exige, et c'est le cas au CEPS, que toutes les aides publiques soient publiées afin d'en connaître le montant. Alors, aujourd'hui, comme je vous l'ai annoncé là, les prix sont revendiqués par les industriels, d'abord par le positionnement d'un prix aux États-Unis, car les innovations sont souvent issues des États-Unis, et tiennent compte de la solvabilité de notre système de santé, et surtout que le nôtre est solidaire et qu'aux États-Unis, aucune négociation ne se fait jusque-là. Ils sont en train peut-être d'y venir. Alors, devons-nous croire aujourd'hui que la France paie mal les médicaments? Alors, dans le rapport du CEPS 2021, nous avons la publication en page 14 du montant global de dépenses sur le médicament remboursable, quel qu'il soit, à l'hôpital, en officine. En 2021, il est annoncé 30,4 milliards, alors qu'en 2020, c'était 27,9 milliards. Ces chiffres sont les prix affichés, ce ne sont pas les prix réels. Donc derrière, nous sommes allés en tant qu'association à la page 63 pour aller s'informer des remises de médicaments qui sont statuées en fin d'année. Pour 2020, nous étions à 3,2 milliards de remises consenties et en 2021, nous étions à 4,5 milliards. Et si on fait le calcul de soustraire ces remises par rapport au prix global affiché, on se rend compte qu'entre 2020 et 2021, il y a une augmentation de plus d'1 milliard d'euros sur les médicaments en général. Donc effectivement, ça pose question. Et ensuite, au niveau du prix, il faut tenir compte d'un enjeu majeur qui est la prescription et les volumes de dépenses sur un médicament particulier. Alors nous avons vécu 2 pénuries récentes, bien diffusées et médiatisées, l'amoxicilline et le paracétamol. Pour l'amoxicilline, nous sommes le premier pays consommateur, c'est un antibiotique donc, devant le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Allemagne et l'Italie. Et même si les prix ont été réévalués en Espagne et en Allemagne, la consommation française est telle qu'au niveau du volume, la dépense est plus importante que dans ces pays, même en ayant augmenté le prix. Pareil pour le paracétamol, nous sommes devant le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne, devant des prescriptions massives. Donc se pose la question, surtout pour l'antibiotique dont je vous ai parlé, de la pertinence des prescriptions. Ensuite, nous avons des propositions à vous soumettre dans ces propos liminaires, dont d'abord que la législation qui est en cours soit appliquée, c'est-à-dire le plan de gestion des pénuries doit être fait par les industriels et donné à l'Agence nationale du médicament. Et les stocks aussi sont de 2 mois pour les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur et de 1 mois pour les autres médicaments. Alors, d'abord, les sanctions sur les industriels, elles sont très rares. Quand l'industriel est pris en défaut, par exemple, le dernier qui a été sanctionné, c'est pour un défaut de stock, il n'avait que 2 jours pour un MITM, alors que la loi leur demande sur le stock national d'avoir un stock de 2 mois. La sanction est tombée, mais est-ce que la NSM, au regard de ces exigences, est en capacité aujourd'hui de pouvoir vérifier ces données? Ensuite, au niveau associatif, on a une demande depuis le début, c'est de prévenir ces pénuries. Et là, se pose la question des stocks. Nous avions une loi qui allait jusqu'à 4 mois de stock, mais le décret qui en est sorti, eh bien, ne donne que 2 mois de stock pour les MITM. Et là, nous savons que la moyenne d'une pénurie, c'est 14 semaines. 14 semaines, ça veut dire qu'il faut exiger 4 mois de stock pour essayer de pallier à cette pénurie. Nous sommes toujours dans cette demande pour que
ces pénuries soient prévenues, parce qu'on peut porter effectivement à 4 mois de stock uniquement les médicaments qui ont présenté des pénuries dans les 2 dernières années. Alors là, on a un exemple flagrant, c'est l'amoxicilline. Dans l'injectable, il y avait eu des pénuries, il a été porté à 4 mois, et à l'hôpital, il n'y a pas eu de pénurie d'amoxicilline injectable. Par contre, en ville, il était toujours à 2 mois, et là, nous avons connu une grave pénurie qui est amplifiée par la surprescription d'amoxicilline. Donc, notre exigence numéro 2, notre proposition numéro 2, c'est de faire en sorte que la réglementation aille jusqu'à 4 mois de stock pour tous les MITM. Troisième proposition, exiger la prise en charge de continuer la production de médicaments anciens, parce que les pénuries sur l'étude de la NSM entre 2012 et 2018 a statué sur 3500 médicaments en pénurie dans ces années-là, et c'est surtout les médicaments anciens. Donc, quand un industriel va chercher un prix au CEPS pour une innovation, s'il a dans son éventail de médicaments produits et distribués un ancien médicament, eh bien qu'il soit obligé, dans l'obligation, de continuer sa commercialisation en France. Ce qui fait que c'était porté par l'article 30 du PLFSS 2023, qui a été retiré, une partie de l'article 30, qui demandait justement de négocier en fonction de cet article-là. Et ça a été retiré, hélas, à notre grand désarroi. Nous demandons que ce soit reporté sur le PLFSS 2024. Ensuite, c'est le volet qui nous concerne au niveau des droits des usagers du système de santé que nous défendons. Tout simplement que l'information soit donnée, tant sur il existe une pénurie, 2, la durée de cette pénurie, 3, la cause de cette pénurie, et surtout le traitement de remplacement, de substitution, que l'information soit donnée à la personne. Alors certes, à la pharmacie, il n'y a aucun problème. Si le médicament est en pénurie, l'usager n'a pas son médicament et il doit être retardé, et le pharmacien donne en principe l'information qu'il connaît. Par contre, à l'hôpital, aucune information n'est donnée au patient quand on lui change le médicament, et on sait derrière qu'il y a des pertes de chance. Un exemple, les pertes de chance ont été publiées dans une étude qui a été portée au CHU Édouard Herriot de Lyon sur 402 personnes traitées pour un cancer de la vessie entre 2011 et 2016. Pendant les périodes de pénurie, il y a eu plus de récidives. Ça a fait l'objet d'une publication scientifique. Ce qui veut dire que l'incidence de ces pénuries, notamment sur les anticancéreux, pour les personnes qui sont soignées pour un cancer, amèneront une augmentation de la mortalité à 5 ans, telle qu'elle a été prévue par les oncologues sur l'étude de la Ligue datant de 2019 et diffusée en 2020. Ensuite, cinquième demande, c'est, alors pour les substitutions, j'ai oublié un point. Quand on n'informe pas le patient et qu'on lui substitue un médicament contre un autre, il faut le lui dire. Par exemple, si c'est un médicament qui est donné à l'hôpital en ambulatoire et qu'il rentre chez lui, il va avoir d'autres effets secondaires que le médicament qu'il connaît. Et il faut anticiper ça, parce qu'elles peuvent être graves. Et si elles sont graves, il faut alerter le patient pour qu'il puisse avoir recours aux urgences et peut-être avoir sa vie sauve. Parce que ça peut arriver, il peut arriver que des allergies, que des effets indésirables graves soient portés en responsabilité de cette substitution. Ensuite, notre cinquième demande, c'est d'arrêter de courir derrière des industriels pour envisager une production des molécules délaissées par ou une structure à but non lucratif ou une structure avec un partenariat public-privé sur toute la chaîne du médicament. Alors ça a été, sur le rétex Covid, ça a été réalisé, notamment dans des pharmacies en capacité d'hôpitaux, en capacité de produire ces médicaments ou de les façonner, parce que tout dépend de la chaîne où on se situe, notamment dans tout ce qui était en pénurie pendant la Covid, c'est-à-dire tous les médicaments d'anesthésie, Curare, Midazolam. Et ce façonnage a été réalisé aux Hospices civils de Lyon. Et ce façonnage et cette réactivité du gouvernement
C'était le Copil Pénurie qui a pris les choses en main avec l'ANSM et ça a sauvé des vies. Des vies de personnes en réanimation et des vies de personnes qui étaient opérées en urgence et il n'y avait pas dont les médicaments qui étaient disponibles. Et notamment aussi pour les fins de vie. Il faut bien appuyer là-dessus parce que certaines fins de vie ont été difficiles sur les pénuries de midazolam pendant la Covid. Ensuite, donc, on a 2 demandes au niveau européen. Nous travaillons aussi au niveau européen, c'est-à-dire que les pénuries a été un sujet porté par la France, mais qu'on continue à s'y intéresser et à porter ce qui est fait en France au niveau européen, mais surtout que la France soit à l'offensive dans la révision de la stratégie pharmaceutique de l'Union européenne, avec une harmonisation à minima sur les réglementations françaises et avec des stocks de produits semi-finis au niveau européen qui pourraient servir justement les industriels au niveau français ou européen quand il y a une pénurie d'un composant sur un médicament. Donc, en conclusion, nous regrettons un système opaque, les prix qui ne prennent pas en compte les volumes de la prescription, l'opacité du prix entre le prix facial, les remises par classe de médicaments ou par médicament, l'opacité des aides publiques et l'opacité non prise en compte des coûts. Je vous remercie. Merci beaucoup. Madame Juliana Berras. Oui, il faut appuyer. Ah, pardon. Merci. Madame la Présidente, vous m'entendez? Vous m'entendez? Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs, merci d'avoir invité Médecins du Monde à participer de cette audition. Médecins du Monde défend un système de santé inclusif, solidaire et pérenne. Et c'est à ce titre que nous nous sommes mobilisés depuis de nombreuses années sur les enjeux de prix et d'accès aux médicaments, à l'innovation thérapeutique, mais aussi aux traitements anciens, mais nécessaires et efficaces. Ce problème est apparu de manière évidente dans les pays plus riches en 2014, au moment de l'arrivée des antiviraux à action directe contre l'hépatite C, lorsque la firme Gilead donc introduit le Sofosbuvir au prix de 41 000 € la cure, alors que près de 230 000 personnes vivaient en France avec le virus de l'hépatite C. Pour la première fois, l'État français avait rationné l'accès au traitement en raison du prix et limité la prise en charge du Sofosbuvir aux patients avec des stades de fibrose hépatique les plus avancés. L'État gérait alors l'urgence aux dépens d'une politique ambitieuse d'accès pour toutes et tous, à même de mettre fin à l'épidémie. Depuis 2014, nous continuons de dénoncer les abus commis par de nombreuses firmes dans leur stratégie de fixation de prix des nouvelles thérapies. Ces stratégies ont été largement documentées, notamment par le Sénat américain dans le cas du Sofosbuvir et par la Cour des comptes en 2017. Le rapport technique de l'OMS sur le prix des anticancéreux souligne que les prix des médicaments sont fixés par le niveau de profit maximal qu'ils permettent de produire, ce au sein d'une industrie qui impose des marges très élevées. Ce modèle de prix, nécessairement inflationniste, est motivé par un paradigme dit fondé sur la valeur, qui revient finalement à donner un prix à la vie. En France, c'est surtout l'évaluation de l'amélioration du service médical rendu par les nouveaux traitements qui joue ce rôle et détermine la stratégie des firmes dans la négociation des prix avec l'État. Or, ce paradigme ne prend pas en compte l'équilibre des systèmes de santé. Il rend les déterminants du prix opaques en raison d'une acceptation disproportionnée par les États du secret des affaires. Ainsi, les données des essais cliniques, les financements, les résultats et les échecs ne sont pas transparents, pas plus que ne le sont le cadre des négociations et les déterminants réels des prix. Les prix élevés sont aujourd'hui au cœur du modèle économique des firmes multinationales pour lesquelles les brevets viennent jouer un rôle central en assurant une situation de monopole d'exploitation. La propriété intellectuelle est le fondement juridique qui permet de contrôler l'offre et la disponibilité dans des systèmes de santé à ressources limitées, créant une situation de rareté artificielle
et de pression sur les budgets de la santé. Ainsi, certaines entreprises pharmaceutiques n'hésitent plus à ne pas investir les marchés européens, considérant les prix trop faibles. C'est ainsi le cas pour le cas de Bluebird, avec la thérapie génique Zynteglo contre la bêta-thalassémie, dont le prix approche les 3 millions de dollars par patient. Ce modèle pose d'importants déséquilibres. D'un côté, un soutien important des pouvoirs publics pour mettre sur le marché de nouveaux médicaments par la recherche publique, les subventions aux entreprises, une mise à disposition précoce pour les patients et le consentement à des prix élevés par l'assurance maladie. De l'autre, une stratégie lacunaire pour la mise à disposition d'anciens médicaments essentiels, considérés comme insuffisamment rentables par les entreprises, ce qui participe aux situations de pénurie auxquelles la France fait face actuellement. Dans ces deux situations, la pérennité et l'accès abordable devaient être au cœur des solutions qui ne peuvent être pensées en distinguant ces deux enjeux fondamentalement liés. Face à ces constats, nous avons des propositions très concrètes que nous défendons depuis plusieurs années. Nous nous permettons également de vous renvoyer aux recommandations du rapport de la Cour des comptes de 2017. Donc, premièrement, l'État a renforcé les moyens qu'il se donne pour négocier les prix de l'innovation thérapeutique en instaurant la transparence des coûts réels de traitement, les déterminants de ces prix et des conditions de ces négociations. Le Comité économique des produits de santé devait être en mesure de prendre en compte l'apport des financements publics dans la recherche et développement des médicaments pendant la négociation des prix. Deuxièmement, le ministre de la Santé doit être en mesure de multiplier ses sources d'approvisionnement et déclencher la licence d'office lorsqu'un brevet est exploité dans des conditions contraires à l'intérêt de la santé publique pour répondre aux crises posées par des prix anormalement élevés. La licence d'office a été mise en place sous la présidence du général de Gaulle. Les gouvernements successifs n'ont pas su ou voulu se saisir de cet outil. Plus grave, ils n'ont jamais créé les conditions réglementaires pour faire que cette option soit même réalisable, ce qui de fait vide de sa puissance cet outil de négociation. L'article R613-10 du Code de la propriété intellectuelle prévoit la création d'une commission chargée d'apprécier les cas concrets de licence d'office. Cette commission n'a jamais été fondée. C'est pourquoi nous attirons votre attention sur l'importance de donner un corps légal, juridique et réglementaire à cet outil prévu dans notre droit, mais aussi dans le droit international. Et troisièmement, nous demandons un renforcement de l'implication de la France dans la gouvernance des pratiques de l'Office européen des brevets. Médecins du Monde a pu montrer par des oppositions aux brevets et des observations de tiers devant cet office que les revendications dans les brevets déposés par les firmes étaient abusives et méritées. Nous suggérons donc à votre commission, mesdames et messieurs, d'auditionner l'Office européen des brevets, mais aussi les représentants de la France dans cet office, afin de rendre des comptes sur les pratiques vis-à-vis de la propriété intellectuelle des produits de santé, pour que celle-ci ne crée pas des barrières supplémentaires ou des retards dans l'accès des médicaments génériques et biosimilaires. Enfin, il est nécessaire de réformer et repenser les modèles de recherche et développement pour penser à l'accès en amont, notamment lors du transfert des technologies de la recherche fondamentale, majoritairement publique, vers les industriels. Il convient donc d'exiger des contreparties claires lors de cette étape, à savoir transparence des coûts réels de recherche et développement, partage de la propriété intellectuelle et prix abordables. Merci. Merci beaucoup. Madame Almont-Sourieux. Mesdames et messieurs les sénateurs, Mesdames et messieurs les sénateurs, merci de nous recevoir, donc le collectif Santé en danger, qui est donc un collectif de soignants de terrain et qui représente l'ensemble des professions de santé. Merci. En ville et à l'hôpital, il a un rôle de sentinelle, il permet des alertes sur les thèmes de la santé et il travaille sur des propositions concrètes en lien avec le terrain. Des propositions ont été émises d'ailleurs dans les suites du vrai Ségur de la santé, avec des auditions d'experts pendant 6 semaines, à qui on a demandé des avis sur des problématiques de terrain qui ont été rapportées auprès d'élus locaux. Le collectif Santé en danger considère que la démocratie sanitaire est en danger, avec en particulier la fermeture des services d'urgence, les déserts médicaux, la fermeture de maternités.
et on assiste à une perte d'attractivité du métier de la santé en général, avec de nombreux Français, 6 millions, qui n'ont pas de médecin traitant. Nous sommes donc tous ici pour défendre la même cause, une démocratie sanitaire et un accès aux soins de qualité pour tous, et pour défendre notre fleuron national qui est la santé. Concernant plus précisément la pénurie de médicaments, en 2017, on constatait une tension sur 500 médicaments, 30% déjà de plus qu'en 2016. Malgré un rapport du Sénat alarmant en 2018, la situation a été délaissée du débat public. Aujourd'hui, on dénombre, là, en mars 2023, 372 médicaments qui font l'objet de ruptures, de difficultés d'approvisionnement, et ce, depuis ces 3 dernières années. Alors, parmi ces médicaments, on peut se dire qu'il n'y a pas que des médicaments essentiels, certes, mais une majorité, plus de 50%, compte parmi les médicaments essentiels de l'OMS. Et ces médicaments d'intérêt thérapeutique majeur ou médicaments essentiels ne disposent pas ou suffisamment d'alternatives thérapeutiques égales disponibles sur le marché. Alors, on aimerait se rassurer sur l'excellence de notre système de santé français, vanté par ces dernières décennies. Mais historiquement, on est une puissance industrielle dans la fabrication du médicament, mais on dispose encore de 271 usines sur notre territoire, avec 35 000 salariés. Mais la France est passée de la place de première européenne à la place de 4e européenne en termes de production pharmaceutique. Le commerce du médicament, il reste malgré tout florissant, avec 3,2 milliards de boîtes vendues par an. Par ailleurs, l'innovation de l'industrie est plutôt bien soutenue dans notre pays, avec un financement public non négligeable. Mais alors, comment expliquer ces dernières années qu'un tiers des Français, ça a été dit, déclarent avoir subi à titre personnel une pénurie de médicaments? S'agirait-il d'un effet direct de la crise Covid, se résorbant peu à peu? Non. En 2023, le rythme des nouvelles ruptures de stock est supérieur à celui des remises à disposition, et cela concerne respectivement 12 et 14 médicaments d'intérêt thérapeutique majeur en janvier et février 2023. Alors, quand on parle de médicaments, en fait, on parle de quels médicaments? On parle de vaccins qui altèrent la couverture vaccinale et la santé publique, comme les vaccins rougeole au rayon rubéole, comme les vaccins d'été polio, comme les vaccins hépatite B, hépatite A, les vaccins antirabiques, les antibiotiques, donc l'amoxicilline, l'augmentin, la cortisone par voie intraveineuse, l'aspégique intraveineux indispensable au traitement des accidents vasculaires cérébraux, des chimiothérapies, des médicaments anti-rejet, ça a été évoqué au cours des différentes auditions. Voilà, donc en fait, c'est des médicaments qui sont plutôt des médicaments d'intérêt vraiment général, d'intérêt thérapeutique majeur, connus du grand public. Donc ce n'est pas seulement des médicaments de niche qui sont concernés. Il s'agit d'ailleurs le plus souvent des médicaments anciens et matures. Ces ruptures d'approvisionnement, on peut le voir sur le terrain, conduisent à une perte de chance inacceptable pour les patients, avec une nette mise en danger, vraiment objective. Et c'est aussi une mise en difficulté du fonctionnement de notre système de santé. Au niveau des établissements de santé et des officines de ville, des pharmacies, il y a une gestion coûteuse de ces pénuries, avec une mise en difficulté des pharmaciens, des acteurs de terrain. Et sur un fond de crise économique, énergétique et géopolitique, on peut imaginer que si rien n'est fait, le phénomène va s'aggraver dans les prochains mois et dans les prochaines années. Alors on considère qu'il y a une mise en danger de notre souveraineté sanitaire en France. D'ailleurs, dans son rapport, l'IGAS constate un lien étroit entre la problématique des pénuries de médicaments et souveraineté sanitaire. En effet, l'indépendance sanitaire de notre pays est remise en cause, et pour plusieurs raisons. Comme vous le savez, la fabrication des principes actifs des médicaments essentiels est largement délocalisée. 80% des substances actives consommées en France sont fabriquées à l'étranger, essentiellement Chine et Inde, contre 20% il y a 30 ans. La production est également plus compliquée au niveau technologique. Il y a la problématique du conditionnement qui se pose, et il faut répondre aux lois de l'offre et de la demande, et ceci est régi par un commerce mondial. Les prix sont négociés
au plus bas, en tout cas plus bas que certains de nos voisins européens. Donc, en cas de pénurie conjoncturelle mondiale, par exemple, à défaut de fournisseurs, la logique patriotique fait que la France et l'Union européenne ne seront plus prioritaires pour les livraisons de médicaments. La pandémie a d'ailleurs mis en lumière des difficultés d'approvisionnement, mais a-t-on oublié maintenant la problématique de nos stocks de masques? Par ailleurs, il y a une certaine opacité dans l'origine de ces ruptures d'approvisionnement. Tout n'est pas très bien identifié, les causes ne sont pas très bien établies. Dans une publication de Frontières in Pharmacologie, on a 50% seulement, 50% des cas où cette origine de pénurie n'est pas clairement établie. Au niveau du terrain, on a des conséquences, comme je vous le disais, qui sont très préoccupantes. En effet, les traitements de remplacement sont moins bien adaptés, avec des risques accrus d'effets indésirables, augmentent les risques d'erreurs médicamenteuses, et en particulier dans la population pédiatrique. Les prescriptions d'antibiotiques et de médicaments à visée cardiovasculaire se font par défaut, et il n'est pas rare à ce jour, après témoignages de pharmaciens, que sur 5 médicaments prescrits, seuls 2 médicaments puissent être délivrés. Ces pénuries ont ainsi obligé certains parents, par exemple, à quitter Paris pour Bruxelles, en quête d'un flacon d'amoxicilline pour leur enfant. De par l'effet de ces ruptures, les patients sont moins bien soignés, avec des risques de perte de chance non négligeables. Les professionnels de terrain, tels que les médecins généralistes, ont le sentiment de subir ces pénuries. Aucune information ne leur est fournie, ou le minimum, ni sur les causes, ni sur la durée, ni sur les solutions envisagées. Aucune cartographie n'est publiée concernant les lieux de délivrance ou non, obligeant les prescripteurs à contacter les pharmacies une à une pour leurs patients ou laissant partir les patients faire la tournée des officines. C'est la réalité du terrain encore aujourd'hui. Vous avez encore des... Oui. Votre intervention est longue encore? Non, après, on reviendra aux propositions après. C'est comme vous voulez. Donc, bien sûr, on a plusieurs propositions à vous faire. Un autre constat, c'est que par ailleurs, la France ne dispose d'aucun outil permettant une bonne estimation de ses stocks de médicaments d'intérêt thérapeutique majeur. Et depuis 2021, un certain nombre de médicaments doivent disposer d'un stock minimal de sécurité, comme on l'a dit. Et les industries doivent établir des PGP. Mais ces PGP sont-ils bien régulés et bien contrôlés, comme ça a déjà été évoqué? Par ailleurs, on reviendra donc sur la difficulté d'une coopération européenne et sur la difficulté de s'entendre au niveau des prix, au niveau des étiquetages. Et il y a bien sûr une nécessité de relocalisation de notre industrie à l'échelle française et européenne. Donc, voilà, donc plutôt des contraintes d'ordre de la gouvernance, avec un manque de pilotage sur l'organisation, avec beaucoup d'acteurs, mais une manque de coordination et clairement qui entraîne une manque d'efficacité sur le terrain. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, Monsieur Prouet. Madame la Présidente, Madame la rapporteuse, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Mesdames et Messieurs les salariés du Sénat qui nous permettent de retransmettre, merci de cette audition donc, du collectif Notre Santé en danger, et plus particulièrement, j'en étais l'animateur et l'initiateur, le collectif Brevet sur les vaccins anti-Covid, Stop Réquisition, qui s'est posé en France, mais évidemment encore plus à l'échelle européenne avec l'initiative citoyenne européenne et surtout à l'Organisation mondiale du commerce au moment où se discutaient les accords ou la levée des brevets, cette question de la faillite, du constat de faillite qu'il faut bien tirer du médicament marchandise, du vaccin marchandise, dont la gestion a été déléguée non pas à l'Organisation mondiale de la santé, mais à l'Organisation mondiale du commerce et à la gestion par les brevets de cette médaille où l'une face est la pénurie, mais l'autre face, si vous refusez la pénurie, c'est la bataille pour obtenir des biens raréfiés grâce aux brevets et dont les prix explosent. C'est une longue histoire, donc celle de la réquisition des médicaments bien communs, et en remontant un peu l'histoire en France, ironie de l'histoire, j'ai trouvé qu'en 1918, à la fois pendant la Première Guerre mondiale et à la fois pendant la pandémie grippale, la Société chimique des usines du Rhône, à Péage du Roussillon, avait préféré vendre fort cher son aspirine pour lutter contre la fièvre qu'amenait cette grippe qui a tué presque 50 millions de personnes et l'exporter à l'étranger, et que le gouvernement de l'époque
avait réquisitionné ou avait menacé de réquisitionner pour permettre la libération des stocks et la baisse des prix. C'est à propos d'un événement plus récent, évidemment, le SARS-CoV-2, que je voudrais revenir sur ce qui s'est passé en France, mais aussi à l'échelle internationale. Mon propos, je pourrais le résumer en disant « Le code génétique du SARS-CoV-2 a été rendu public tout de suite par le gouvernement chinois, n'a pas souhaité breveter ni la séquence génétique, ni même les séquences autour de la protéine Spike qui auraient pu permettre et qui ont permis d'ailleurs le développement de vaccins. Donc séquence génétique publique. Les 2 brevets qui ont permis et qui permettront demain de refaire d'autres vaccins ARN étaient en fait issus de la recherche publique. Je pense par exemple au brevet sorti en 2005 de l'Université de Pennsylvanie, qui, avec une substitution d'amine, permet de diminuer le caractère inflammatoire des vaccins ARN. Et je pense au brevet 070 du gouvernement américain, qui permet de stabiliser l'ARN grâce à ces microbilles de lipides qui permettent donc l'efficacité du vaccin. En fait, entre le code génétique et ces 2 brevets publics, nous avions la maquette qui permet de fabriquer ces vaccins ARN messagers, aujourd'hui contre le SARS-CoV, mais demain peut-être contre des cancers ou d'autres molécules. Bien. Mais qu'est-ce qui est public aussi? C'est les milliards d'euros qui ont été déversés, difficile à tous connaître, puisque le secret des affaires nous en empêche, sur l'industrie pharmaceutique pour produire ces vaccins. Je pense par exemple aux 17 milliards d'euros de la BARDA américaine, des 2 milliards d'euros de l'Union européenne, des 1,7 milliard d'euros de livres sterling du gouvernement anglais. Alors vous me direz, eh bien, on a eu des vaccins. Le « on » n'est pas tout à fait vrai, sauf à penser que nous sommes Français, blancs, dans un pays riche, et que nous sommes le « on ». Le « on », en cas de pandémie, c'est le monde entier. Et que le monde entier est privé de vaccins, le risque, au-delà de l'aspect moral et scandaleux, c'est l'émergence de variants qui augmentent à tel point, scandale qui n'a pas échappé, mais qui n'a pas échappé à des institutions sûrement un petit peu plus nobles que moi. Je vous citerai par exemple l'édito du British Medical Journal de Fatima Hassan, sud-africaine qui s'est battue à l'époque contre les procès de Pretoria sur les 21 plus grands trusts de la pharmacie qui ne voulaient pas génériquer les antirétroviraux. Elle a dit « Le refus à l'OMC de la levée des brevets, British Medical Journal, le plus vieux et le plus prestigieux journal médical au monde, c'est un crime contre l'humanité. » Plus mesuré dans ses propos, mais il a plus de lien avec l'industrie pharmaceutique, le Lancet quand même, qui nous disait dans un éditorial du comité éditorial du Lancet, il est urgent de supprimer les médicaments et technologies de santé du champ d'application de cet accord, à savoir celui de l'OMC. Bien. Quel était, on va prendre un tenté, celui où 6,5 milliards de vaccins ont été injectés, et de voir quelle était la répartition de la vaccination à ce moment, qui est incluse, de fait, parce que les brevets ont permis de négocier des prix extrêmement hauts, alors que j'ai dit qu'ils sont fondés sur la recherche publique, sur les crédits publics. Quand les 6,5 premières milliards de doses ont été injectées, 75% de ces doses ont été faites dans les 10 pays les plus riches, ce qui a permis de vacciner 61% des Européens, 67% des Américains, seulement 4,5% des habitants des pays à faible revenu. Donc, en avançant dans la démonstration, on voit que le système des brevets a été assis en fait sur des brevets et des crédits publics, que le système des brevets, essayez d'avoir les chiffres des financements totaux des vaccins par la Commission européenne, vous aurez beaucoup de mal. Essayez de savoir le prix qu'a payé M. Olivier Véran pour le Remdesivir, que l'étude Solidarity a dit inefficace, 63 millions d'euros, 300 000 doses, 2100 € la dose, alors que l'étude Solidarity venait de démontrer que le Remdesivir antiviral contre le Covid était non seulement inefficace, mais dangereux pour les reins, mais le brevet et les accords incluaient aussi le fait qu'il y avait 15 jours entre la remise de l'étude Solidarity et le fait de rendre public
ces éléments. Pendant ces 15 jours, Gilead a fait du forcing pour vendre à la Commission européenne à ce prix ce médicament inefficace et dangereux. Dans le même temps, l'Ukraine réussissait auprès d'un génériqueur pakistanais à acheter le même produit pour 20,45 €. Bien. Donc, nos systèmes de sécurité sociale ont financé très cher ce qui avait déjà été financé par la recherche publique. Quand je dis très cher, il n'est pas si facile que ça de savoir les prix payés pour les vaccins en France. Mais on peut faire une opération, on allait revoir le PLFSS, plus de 5 milliards d'euros pour le processus de vaccination. Et M. Olivier Véran a dit que la location des stades, des kits d'Arena, le paiement des personnels et tout ça, c'était autour de 2,5 milliards d'euros. On peut donc penser que, grosso modo, le chiffre de l'achat des vaccins en France est autour de 2,5 milliards d'euros. Les sénateurs qui sont soucieux de la dépense publique feront le rapprochement avec les difficultés de l'hôpital public, parce que l'établissement pharmaceutique de Santé publique France qui a payé ça aurait pu sûrement les négocier à un bien meilleur prix. Et je me suis amusé, entre guillemets, Oui. à utiliser les éléments. Excusez-moi, parce que c'est une commission d'enquête sur la pénurie de médicaments. Ben, on y est, je crois. D'accord. Dites-nous. Puisque les médicaments que nous, on a eus, c'est parce que d'autres ne les ont pas eus. Par rapport aux problématiques actuelles de pénurie de médicaments en France, la porte d'entrée, c'est le brevet. J'ai bien compris ça. Mais bien sûr. Il y a une alternative. Il y a une alternative au brevet. Le SARS-CoV-2 l'a montré. Quand Moderna, qui n'avait jamais produit de manière industrielle un seul vaccin ARN, a eu des subventions, elle a choisi de passer accord avec l'industriel suisse Lonzo, qui a fabriqué en 3 mois à Vierne une entreprise qui sortait une ligne de 6 millions de vaccins ARN. Et plus intéressant, aussi intéressant, Public Citizen, une association de consommateurs américaine fameuse depuis les procès de la thalidomide et tout ça, a réussi à montrer qu'avec 9,5 milliards d'euros, on pouvait fabriquer sur 5 sites décentralisés 17 lignes de production avec 1300 personnels, et que ça permettait, pour 9,5 milliards d'euros, de fabriquer à peu près 9 milliards de doses. 9 milliards de doses, c'est-à-dire de vacciner tous ceux qui n'avaient pas pu être vaccinés. Mon propos, en clair, il est que le système des brevets a failli, le système de l'OMC a failli, c'est l'OMS et les brevets publics qui permettraient à la fois de réduire les pénuries, de réduire la pression sur la sécurité sociale, parce que, je reviens quand même un instant, 2,5 milliards d'euros payés à Pfizer et à Moderna, c'est l'équivalent de 59 000 infirmiers et infirmières, salaire plus cotisation sociale embauchés. Et qu'on a bien vu, et je terminerai là-dessus, que tous les problèmes de transparence ont généré ce qu'on a vu, c'est-à-dire une défiance généralisée de la population, et qu'aujourd'hui, on ne peut pas soigner une population sans son accord et sa présence, et que la démocratie sanitaire, elle passera aussi par la rupture des liens incestueux entre l'industrie pharmaceutique et les brevets, pour que les médicaments ne soient plus des marchandises, mais des biens communs, discutés ensemble à l'OMS et pas à l'OMC. Merci beaucoup. Monsieur Duguet. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci de nous... On a explosé les 5 minutes quand même, là, pour tout le monde, je préfère le dire. Oui, et puis, faut arrêter... Voilà. Je vais essayer de les respecter. C'est une commission d'enquête pénurie de médicaments. Alors, je vais essayer de vous parler de pénurie, justement, et en parlant en tant qu'association de malades concernés par des maladies rares, ultra, voire dans certains cas méga rares. Et pour mieux situer de là où je parle, simplement rappeler rapidement, la définition officielle d'une maladie rare, c'est moins d'une personne sur 2000, mais on a 7000 maladies rares, à peu près, qui ont été identifiées. Et parmi ces 7000 maladies rares, 85% représentent moins d'une personne par million. Moins d'une personne par million pour 85% de ces maladies. Mais mis bout à bout, comme on a quand même beaucoup de maladies,
Ça concerne en France un Français sur 20, ça concerne 3 millions de personnes. Et pour ces 3 millions de personnes, l'impact des pénuries de médicaments, elles en sont victimes, mais elles en sont victimes, j'insisterai sur 3 points, particuliers. Le premier, ça sera victime du fait, elle, de n'avoir aucun traitement pour la majorité, je vais revenir dessus. Le deuxième point, c'est qu'elles sont aussi concernées par de nombreuses utilisations hors AMM de vieux médicaments, et quand il y a des pénuries, elles en sont encore beaucoup plus victimes, je reviendrai dessus. Et puis le troisième point, c'est que ces 3 personnes qui sont concernées par des maladies rares, malheureusement, dans la maladie, il n'y a pas de loi anti-cumul, et ces personnes, eh bien, il y a beaucoup de cumulards. En plus d'avoir une maladie rare, elles ont aussi toutes les autres maladies de la population française, et donc quand il y a des pénuries, ça rajoute de la charge à la charge, et je finirai sur ce point-là. Alors, premier point, c'est celui sur cette pénurie massive de l'inexistence de traitement. Je vous parle de ces 7000 maladies. 95% des maladies rares n'ont aucun traitement spécifique et aucun traitement qui permet de changer de façon importante ou significative le cours de la maladie. Donc retenons bien ce chiffre-là, sur ces 3 millions de patients, 95%, il n'y a rien. Alors, depuis quelques années, et c'est plutôt une bonne nouvelle, et on le voit, arrivent et se multiplient des traitements pour des maladies rares. Ça arrive, il y en a quand même 7000 maladies derrière. Ces traitements se multiplient, et on ne peut que s'enthousiasmer du fait que les progrès de la science permettent aujourd'hui, notamment grâce à des approches et des traitements innovants comme sont les génothérapies, permettent de donner des perspectives scientifiques et médicales de traitement, y compris à des maladies qui sont des maladies méga rares, c'est-à-dire ces maladies du moins d'une personne pour million. Le problème, c'est que si cette perspective scientifique et médicale est particulièrement enthousiasmante pour les patients qui, depuis des années, n'ont rien et sont dans des situations sans aucune alternative grave, eh bien, les perspectives économiques et commerciales, elles, sont beaucoup moins enthousiasmantes. Elles sont beaucoup moins enthousiasmantes avec, on le constate, l'arrivée de certains traitements à des prix excessivement importants. Mais surtout, et c'est surtout là-dessus que je voudrais insister là-dessus, le problème est surtout de ces produits pour lesquels, médicalement, scientifiquement, il y a des choses très porteuses qui existent et pour lesquelles, et nous le craignons de plus en plus, il n'y aura pas de modèle économique et commercial qui vont permettre que ces traitements, ces preuves de concept, ces possibilités de traitement se traduisent réellement par des traitements pour les personnes. Et donc, sur cette question, ne nous focalisons pas simplement sur ceux qui arrivent, mais qui arrivent à très cher, qu'il faut régler, c'est aussi sur tous ces autres produits. Parce que là, et je tiens à insister là-dessus, nous sommes, nous, en tant que plus qu'observateurs et acteurs de ce secteur, particulièrement inquiets des évolutions de ces derniers mois. Particulièrement inquiets pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on observe, pour les maladies les plus rares parmi les rares, parmi ces maladies pour les méga rares, un retournement des marchés financiers. C'est-à-dire des investissements qui, ces dernières années, se sont faits parce que c'était un moyen, à travers des maladies méga rares, de pouvoir arriver sur la maîtrise de telle ou telle technologie en vue d'aller après sur des maladies fréquentes. Eh bien, maintenant, se détournent de ces projets, qui sont des projets dont les preuves de concept, souvent venues de petites biotech ou venues de l'académique, sont particulièrement porteurs. Donc, premier point, ces projets vont plus pouvoir émerger et se retrouvent dans des situations qui sont des situations que nous l'on qualifie aujourd'hui eh bien, de maladies ultra ou méga rares pour lesquelles il n'y a pas de modèle commercial permettant de pouvoir espérer que les traitements arrivent jusqu'au bout. Et puis la deuxième chose qui nous inquiète aussi dans les évolutions de ces derniers mois, eh bien, c'est le constat qu'y compris certains laboratoires qui ont développé des traitements, qui ont été autorisés, et l'exemple de Bluebird Bio a été signalé tout à l'heure, puisque ça a été, je dirais, le premier signal d'alarme qui malheureusement a été suivi depuis, est quand même un exemple particulièrement choquant d'un laboratoire américain qui a obtenu 2 autorisations de mise sur le marché pour des maladies excessivement rares et excessivement graves en France, et dont on a cité tout à l'heure la bêta-thalassémie, mais la deuxième qui est l'adrénoleucodystrophie, son médicament, le Skizona, qui concerne en France, pour cette maladie très grave de l'enfant, c'était de 2 à 3 patients à traiter par an.
hein, en France, eh bien, a retiré son autorisation de mise sur le marché du niveau européen pour purement et simplement se retirer du marché européen et se recentrer uniquement sur le marché américain. Et la situation est d'autant plus choquante que pour ces deux produits étaient issus à l'origine de recherche académique française. Et donc, on se retrouve aujourd'hui dans une situation où ces produits ne sont plus disponibles ni en Europe et ni en France, alors qu'ils sont en train d'être mis à disposition des patients américains. Alors, sur ce point, vraiment pour toutes ces maladies qui sont des maladies ultra rares, sans modèle commercial, il nous semble prioritaire aujourd'hui d'inventer de nouveaux dispositifs qui vont permettre de pouvoir donner non pas un accès au marché, mais un accès aux patients, c'est-à-dire un nouveau modèle qui permet de pouvoir développer pour ces maladies ultra rares, sans modèle commercial, un nouveau dispositif. Et nous appelons de nos voeux, on pourra, si vous voulez, en reparler. Un modèle d'exception. Pardon ? Un modèle d'exception. Un modèle... Arrêtons de penser finalement que c'est une logique d'exception. C'est-à-dire c'est un modèle adapté à l'ultra-rareté de maladies qui concernent énormément de monde et pour lesquelles la logique de mise sur le marché d'un traitement où on commence à faire un essai sur un petit échantillon avant que ça soit généralisé à la grande quantité et puis avec une AMM au milieu, ça ne marche pas pour des maladies où dans l'essai clinique on a déjà mis en traitement tous les malades et où après il n'y a pas de modèle économique pour le financer. Et donc nous appelons de notre vœu d'un fonds d'innovation publique permettant de pouvoir intervenir pour le développement et le traitement de ces maladies ultra rares sans modèle commercial. Deuxième point que j'avais annoncé d'entrée, qui est celui de tous ces médicaments utilisés pour des maladies rares, qui sont très souvent des vieux médicaments, qui sont utilisés hors AMM. Ce sont des centaines d'utilisations dans les maladies rares, et pour lesquelles, trop souvent, c'est à l'occasion d'une rupture ou d'un abandon du médicament, du vieux médicament d'origine par le laboratoire, que l'on découvre que ces utilisations étaient utilisées pour des maladies rares, pour d'autres effets thérapeutiques, mais pouvaient avoir un effet thérapeutique particulièrement important. Et pour ce sujet-là, malgré les efforts qui ont été faits, notamment dans le cadre du 3e plan national maladies rares, et j'espère qu'il y aura un 4e plan qui pourra aussi poursuivre ces efforts, on est encore loin du compte pour réussir à trouver, là encore, le modèle économique qui permet de stabiliser, de développer, de pérenniser ces médicaments. Je vais vous citer un exemple concret pour une de nos maladies, pour un vieux médicament qui était le salbutamol. Le salbutamol, non pas celui qui est utilisé dans l'asthme sous forme de nébulisation, mais sous forme de comprimé ou de sirop. Il était utilisé en obstétrique. Il y a une dizaine d'années, 2013 exactement, bien d'autres médicaments étant beaucoup plus efficaces et le rapport bénéfice-risque n'étant plus considéré comme suffisant, l'Agence européenne a retiré l'AMM. On s'est rendu compte à cette occasion-là qu'il y avait en France entre 200 et 300 patients concernés par des maladies rares, notamment une maladie qui s'appelle les syndromes myasthéniques congénitaux, pour lesquels ce médicament a un effet spectaculaire chez certains patients. Quand j'ai dit spectaculaire chez certains patients, c'est le cas de patients qui sont en errance diagnostique pendant des années et qui sont en fauteuil roulant depuis plusieurs années. Quand la maladie est correctement diagnostiquée et qu'ils ont accès à ce traitement qui vaut juste quelques euros, ce sont des personnes qui se remettent à marcher. Donc c'est rare d'avoir des effets aussi spectaculaires. Depuis une dizaine d'années, ce traitement, il était importé grâce aux laboratoires en utilisant des stocks d'autres pays où il en restait encore un peu. Nous arrivons aujourd'hui à une situation de pénurie où l'ANSM, malgré ses efforts, a de plus en plus de mal à trouver dans le monde des vieux stocks qui restent. Et aujourd'hui, plus aucun laboratoire ne veut investir pour redévelopper pour 200 patients en France pour une molécule qui ne coûte plus rien. Et les patients sont dans une très grande inquiétude aujourd'hui de la pérennité et de la possibilité qu'ils puissent ne pas être dans la situation où si ce médicament n'est plus là, ça veut dire que ceux qui sont passés du fauteuil et qui se sont remis à marcher depuis plusieurs années n'auront plus d'autre solution que de repasser au fauteuil. C'est un exemple concret, c'est un exemple d'actualité. Il est urgent qu'il puisse y avoir des dispositifs permettant de le faire. Et puis, dernier point, je finirai là-dessus, je l'avais dit. Je disais que les maladies rares, ils sont aussi concernés par toutes les autres maladies. Quand on est concerné par une maladie où déjà au quotidien, avec la lourdeur, la complexité de la maladie, plus la très grande dépendance que ça peut générer, on a déjà tout ça à gérer. Lorsque, en plus, on se retrouve parce qu'on a une autre infection qui arrive
à devoir gérer l'angoisse du manque d'amoxicilline, de corticoïdes ou de paracétamol, que même si ça ne se voit pas, parce que pour le patient, finalement, il y a eu une continuité de traitement, mais cette continuité de traitement, elle a été au prix de 5 déplacements à la pharmacie, de voir dans d'autres pharmacies si le médicament n'était pas là ou pas, d'avoir attendu les médicaments au goutte par goutte, eh bien, et je crois qu'il ne faut pas le maîtriser, qu'il faut vraiment l'avoir en tête, on rajoute au fardeau de la maladie qui est déjà très lourd pour ces patients-là, un fardeau, un poids psychologique qui est particulièrement important, même si on a l'impression qu'ils ont eu une continuité de traitement. Et ce point, il faut absolument bien le prendre en compte. Je vous remercie. Très bien. Merci beaucoup. Donc, je vais laisser la parole à Laurence Cohen, notre rapporteur, pour une série de questions. Je ne sais pas si dans les collègues, certains veulent poser une question. Il ne va pas y avoir le temps. Moi, d'abord, je veux Ceci dit, on peut faire un envoi de questions écrites de votre part. Moi, je veux vous remercier chacun et chacune parce que vous avez quand même exposé en peu de temps, même si ça a dépassé les 5 minutes, mais rassurez-vous, vous n'avez pas été seul parce que hier, le LEM a fait exactement pareil. Donc, chacun, c'est dur de rester dans les 5 minutes réglementaires, mais sur les tables rondes, comme vous êtes nombreux, voilà. Donc, moi, je vous remercie parce que du coup, il y a plusieurs de mes questions auxquelles vous avez déjà répondu. Donc ça, c'est pas mal. Donc ça va m'éviter d'en poser. Mais quand même, quelques éléments que je voudrais voir précisés. Par exemple, au niveau de France Asso Santé, donc vous avez effectivement parlé de la révision de la législation pharmaceutique de l'Union européenne, dont normalement la présentation devait se faire fin mars. Et avec la présidente Sonia de la Provôté, on est allé la semaine dernière à Bruxelles et on est arrivé au moment où donc c'était bloqué. Donc on a eu différents interlocuteurs européens à qui on a posé la question: comment se fait-il que, alors que c'était prévu dans les jours qui venaient, eh bien les choses ont été bloquées. Il y a eu beaucoup d'embarras. Et c'est dit de manière très diplomatique, il y a eu beaucoup d'embarras, nous n'avons pas eu de réponse à nos questions. Par contre, nos interlocuteurs, pour certains d'entre eux, et je pense notamment à une députée européenne, s'est montrée inquiète de ce report en disant qu'il fallait qu'on soit très attentif et attentive parce que ça n'était pas quelques jours, mais ça pouvait être éloigné, voire d'une année. Donc, c'est très, très préjudiciable. Donc, si vous pouviez apporter quelques éléments, parce qu'on nous a quand même dit qu'il y avait des lobbying forts qui empêchaient en fait cette réglementation qui est préjudiciable sur tous les pays européens et au-delà. Ça, c'est ma première... Pas que des lobbying de laboratoire, du reste. J'ai pas dit laboratoire. Comme quoi, à partir du moment où je dis lobbying, j'ai une étiquette laboratoire. Mais rassurez-vous, moi, je suis multifactorielle. Je ne pensais pas que au laboratoire. Mais voilà. Donc ça, c'était ma première question. Deuxième question, peut-être plus particulièrement sur Médecins du Monde, c'est concernant l'Office européen des brevets. Comment est-ce que finalement vous analysez la jurisprudence de l'Office européen des brevets sur la notion d'activité inventive ? Parce que c'est quelque chose... Enfin, nous, là, quelles que soient nos sensibilités politiques, on est quand même tous et toutes frappés par le côté de mettre tous ces œufs dans le même panier, si je puis m'exprimer ainsi, quand il s'agit d'innovation et de rétropédaler sur les produits matures. Donc, cette notion d'activité mineure, pas mineure, mais inventive, peut avoir des conséquences qui peuvent être préjudiciables. Et je voudrais que vous nous éclairiez là-dessus, parce que est-ce qu'innovation, ça rime forcément avec progrès thérapeutique ? Parfois oui, parfois non. Donc ça, c'était ma deuxième question. Et peut-être de manière plus précise, vous l'avez un peu dit en creux, mais le fait qu'il y ait des produits assez exorbitants qui soient obtenus par certains industriels pour certains médicaments dits innovants, est-ce que ça ne peut pas conduire finalement à rationner justement l'accès aux produits concernés, vous l'avez dit, parce qu'il y a aussi le remboursement de la sécurité sociale. Donc moi, je suis assez inquiète du fait qu'il pourrait y avoir un choix
de patients qui pourraient être remboursés, donc avoir accès à ces thérapies innovantes. C'était ma troisième question. Ma quatrième question, et je m'achemine vers la fin, c'est plus une question pour AFM Téléthon. D'ailleurs, la présidente en a parlé, le fait que... pardon, il faut que je remette, je parle plus lentement, que le statut particulier de l'entité industrielle qui, au départ, devait être placée sous tutelle d'une association et de l'État, ce qui était quelque chose d'intéressant et voilà, qui aurait pu porter ses fruits, mais qui maintenant tombe dans le giron d'un passage sur une entité sud-coréenne, mais ça pourrait être, là pour le coup, je précise aussi, je ne vise pas spécialement ce pays, mais ça peut apporter des conséquences graves. Est-ce que, en même temps, ça peut être aussi le symptôme d'une impuissance des pouvoirs publics? Là, ça serait aussi intéressant d'avoir votre diagnostic, si je puis dire, là-dessus. Et puis une petite question subsidiaire, mais elle est vraiment, c'est sur les effets des ruptures sur les soignants. Vous avez apporté plein d'éléments, etc. Mais il y a une chose qui a été évoquée lors d'auditions précédentes. On nous a parlé, comme aux États-Unis, mais ça a été écarté par exemple en Suisse, l'extension des dates de péremption sur les médicaments. Est-ce que vous, c'est quelque chose au niveau de vos associations que vous avez abordé? Est-ce que ça pourrait être une solution? Alors, j'ai dit c'est une question subsidiaire parce que c'est pas, c'est plurifactoriel, etc. Mais est-ce que ça peut être une solution? Je vous remercie. Et ma remarque sur les maladies rares, c'est que je me dis aussi que les choses qui peuvent en déboucher pour permettre aux patients d'être effectivement soignés, ça pourrait être généralisé après à l'ensemble des traitements. Donc on va reprendre dans le même ordre les interventions. Je vous laisse. Madame Simonin. Oui, merci. Alors, je précise, super rapide, parce qu'on a les questions d'actualité juste derrière. À 15h, je suis vraiment désolée. Mais on prendra en compte vos contributions complémentaires. Merci. Alors évidemment, nous déplorons que la révision législative de l'Union européenne au niveau de ce qui était prévu soit bloquée, hein, c'est évident. Ensuite, nous participons au groupe de travail sur les pénuries au niveau européen. Il y a par contre des critères qui, notamment sur la liste des médicaments, qui sont des médicaments essentiels et pas forcément sur la définition de médicaments d'intérêt thérapeutique majeur. Nous participons au niveau européen sur cette commission. Et ensuite, la sécurité d'approvisionnement, pour l'instant, il ne parle pas de faire des stocks au niveau européen. Donc, c'est ce que nous regrettons. Et rien non plus sur des sanctions éventuelles vis-à-vis des laboratoires pharmaceutiques. Ça, c'est un point, on vous développera ces points-là par écrit. Ensuite, je voudrais préciser sur l'innovation est-elle un progrès? Effectivement, on voit bien qu'avec les accès précoces, sur la deuxième question, je peux répondre également. Donc, sur les accès précoces, parfois, ils ne sont pas confirmés par l'évaluation, par manque de données. Nous avons des AMM qui sont donnés sur des données très précoces avec un degré d'incertitude important. Ce sont pour des patients qui sont en bout de ligne, par exemple en oncologie, et qui n'ont pas d'autres alternatives thérapeutiques. Donc, on prévient le patient, on l'informe, on lui fait une notice d'information avant de lui prescrire ce médicament qui est à délivrance hospitalière. Et après, dans l'évaluation à la HAS, j'y représente les patients également, eh bien, on regarde justement par rapport à ces données, si on peut le comparer pour donner une amélioration du service médical rendu. Et là, elle est nulle, donc, puisqu'on n'a pas de comparateur établi. Et donc, on donne une ASMR 5, ce qui bloque la distribution du dit médicament en France, puisqu'ils ne sont pas éligibles à la liste en sus, alors que ce sont des médicaments, comme ils sont innovants, qui sont chers. Et le retrait des laboratoires ou du marché français, ou le refus des prix qui sont proposés, et le refus d'éligibilité à la liste en sus pose un problème d'équité d'accès sur le territoire.
Parce que si c'est ASMR 5, c'est une négociation qui se fait directement avec les établissements de santé et c'est très inéquitable au regard de la situation financière des établissements dans les territoires. Je vous remercie. Oui, merci beaucoup de cet élément éclairant. Madame, je ne veux pas déformer. Veras, je ne voyais pas votre nom. Je ne voulais pas le déformer. Madame la rapporteure, merci pour vos questions. Pour commencer sur les enjeux, notre travail auprès de l'Office européen des brevets, effectivement, nous avons 5 expériences. Nous avons déposé 2 oppositions au brevet, à 2 brevets du Sofosbuvir et un sur le Kymriah, qui est un traitement contre le cancer, un CAR-T, et également 2 observations de tiers qui viennent donc avant que le brevet y soit pris sur les vaccins Covid-19 de BioNTech. Et ce qu'on a constaté effectivement dans par notre expérience est que effectivement déjà il y a donc dans les demandes des industriels un large spectre de demandes, beaucoup de demandes autour d'un même produit. Donc, comme ils brevettent toute la chaîne, enfin tout ce qui est possible, effectivement, il y a des critères de loi, donc l'activité inventive est un des critères de brevetabilité avec la nouveauté et l'application industrielle. Et c'est une fiction juridique, en fait, qui peut être interprétée de façon plus large ou plus restrictive. Donc, ce qui s'est passé au niveau européen, dans 2019, je peux confirmer, un rapport a été publié justement pour influencer, pour parler de la concurrence et l'importance de la concurrence dans le marché pharmaceutique européen en Europe. Et ce rapport avait notamment influencé un projet au sein de l'Office européen de brevets qui s'appelle Raising the Bar. Et l'idée était justement de rendre plus rigoureux les critères de brevetabilité, l'interprétation des examinateurs. Et apparemment, ce projet il a été abandonné. Et donc, il n'y a pas effectivement une obligation de redevabilité par rapport à l'interprétation des examinateurs autour des produits de santé. Donc voilà, disons que la notion d'activité inventive, elle est justement, elle permet cette interprétation où c'est de la fiction juridique et elle a donné sujet, à l'occurrence, il y a eu plusieurs travaux, notamment d'un juriste qui a travaillé pour l'ONU, justement sur les critères de brevetabilité dans une dimension de santé publique. Donc, qu'est-ce que ce serait par exemple, les combinaisons, c'est déjà dans l'état de la technique, les combinaisons de molécules. Donc, il y a une série de connaissances qui sont déjà dans l'état de l'art et qui ne mériteraient pas un brevet, comme les polymorphes, par exemple, etc. Par rapport à ce que vous avez dit, j'espère vous donner des pistes. Par rapport à l'impact des prix sur les rationnements, donc c'est ce que nous avions vu avec le Sofosbuvir au sein de nos programmes, parce que nous travaillons donc avec les usagers de drogue, et c'est une population effectivement qui avait besoin de ce traitement-là, très touchée par l'hépatite C. Après, nous avons commencé à travailler sur l'impact sur le système de santé, parce que disons que le rationnement d'aujourd'hui ou l'accès aujourd'hui, ça implique également un impact sur l'ensemble du système. Et l'accès aux soins et le système de santé, le prix des médicaments et le système de santé ne sont pas décorrélés, donc nous voulions mettre ça en perspective. Et donc la licence d'office, donc on soutient que c'est effectivement un outil pour mettre en place des génériques. Elle a été utilisée dans plusieurs pays. Et elle a été très utile pour justement faire des économies sur plusieurs médicaments. Dans le cas du Sofosbuvir, on est toujours dans des conditions où elle pourrait être mobilisée, parce que le Sofosbuvir est un traitement on continue à payer le prix de monopole, même si le prix a baissé. Beaucoup a été rapporté, notamment par le Sénat, par différents acteurs, sur le modèle économique de l'entreprise et comment il y a des abus dans ce modèle économique. Donc voilà, et finalement... Et voilà, et c'est tout. C'est là. Madame Alman-Sourieux, s'il vous plaît. Oui, alors vous nous avez posé la question à l'échelle européenne, très rapidement. Concernant la coordination à l'échelle européenne, bien sûr que c'est une problématique qui est importante. On en a vraiment besoin d'harmoniser les étiquetages,
le marché avec des prix qui soient régulés afin que les pays de l'Union européenne ne se fassent pas concurrence entre eux. Et il faut aussi fluidifier le marché du médicament, les ventes de médicaments au sein de l'Union pour qu'un pays puisse venir en aide à un autre. Et ça passera que par des harmonisations d'étiquetage et une harmonisation entre différents marchés européens. Donc bien sûr que c'est important comme sujet. Vous aviez posé la question aussi également des soignants. Donc on a abordé l'effet des ruptures sur les soignants et les patients et donc l'extension des dates de péremption. Donc pour ça, c'est une piste qui est intéressante, mais pour ça, il nous faut des études de stabilité sur les principes actifs et pourquoi pas s'appuyer sur le travail des OMEDIT, puisque je vous rappelle que les OMEDIT existent à l'échelle territoriale. C'est des structures sur lesquelles on s'appuie peu, qui sont financées, qui manquent par contre de moyens logistiques et qui arrivent à élaborer des guidelines assez pertinents sur les médicaments et qui nous sont, nous, les cliniciens, les praticiens, assez utiles. Donc s'appuyer sur des structures telles que les OMEDIT qui dépendent des ARS, sur le plan territorial, d'ailleurs ils publient des études de stabilité pour les perfusions à domicile, etc. Donc on peut leur poser la question et ils pourront aider les praticiens donc à envisager ces ruptures de façon plus harmonieuse et plus facile. Donc pour les ruptures, donc on a des outils aussi dont on a besoin sur le terrain. C'est l'outil d'épée rupture qui doit être aussi étendu, qui est utilisé par les pharmaciens et qui doit être étendu aux prescripteurs. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, on a besoin d'outils de communication sur le terrain, on a besoin de coordination, on a besoin de pilotage, on a besoin c'est un problème de gouvernance. Donc sur le terrain, pour les soignants, on a en effet besoin d'aide et on a besoin que la gouvernance nous aide pour piloter tout ça. Et par rapport au prix de l'innovation, moi j'ai plutôt l'impression que l'innovation est payée et bien rentabilisée par les budgets publics, puisqu'on a quand même un gros budget qui est alloué à l'innovation. Et je me demande si l'innovation n'est pas payée justement par un prix trop bas des médicaments essentiels et un prix trop bas des médicaments matures. Donc c'est tout l'équilibre à trouver dans l'avenir pour ces médicaments. Voilà, je vous remercie. Monsieur Prouet. Je vais me concentrer sur la question de l'impuissance des pouvoirs publics. Sur l'impuissance des pouvoirs publics, en me disant que finalement, c'est un véritable bras de fer. On se souvient de Paul Hudson, donc le PDG de Sanofi, qui en mars 2020, après avoir reçu 280 millions d'euros du gouvernement américain, et vu l'action de Sanofi monter de 10%, disait que si le gouvernement français ne faisait pas la même chose, eh bien, il serait privé des premiers vaccins. Donc c'est un véritable bras de fer dans lequel, je pense, le gouvernement refuse d'utiliser les instruments qui sont à sa disposition. Il ne s'agit pas d'une impuissance naturelle et qui tomberait du ciel. Je prends quelques éléments. Crédit d'impôt recherche. Pour Sanofi, c'est près de 7 milliards d'euros qui ont été donnés en une dizaine d'années. Dans le même temps, crédit impôt recherche, Sanofi licencié 5000 chercheurs et basculé sa recherche vers les États-Unis. Autre élément qui aurait pu être utilisé, c'est le gouvernement qui, après un vote sur les stocks de 4 mois, publie un décret sur des stocks de 2 mois. C'est aussi la possibilité de mobiliser l'article 31-31-15 du Code de la santé publique qui permet, dans le cadre de l'urgence sanitaire, de réquisitionner certains produits ou certaines productions. Une mesure que le gouvernement a toujours refusé d'appliquer. Je prends l'exemple du Sovaldi. Dans le même temps où, en France, on payait l'autorisation temporaire d'utilisation à 75 000 euros, c'est redescendu à 45 au début, maintenant je crois que c'est 24 000 euros le traitement de 3 mois. Un pays comme l'Égypte qui refusait la brevetabilité permettait de traiter pour à peu près 300 euros le traitement de 3 mois, 25 000 euros, 300 euros, 1,4 million de personnes en Égypte et favorisait même le tourisme médical en faisant vanter par des influenceurs. Voilà. Donc il y a tout à fait les moyens. Et puis il y avait le moyen, la bombe atomique au moment du Covid, c'était que le gouvernement français se décide à l'OMC à ce que ses représentants lèvent les brevets.
pour permettre à l'humanité d'avoir dans tous ces segments et dans tous ces secteurs. Donc plutôt qu'une impuissance naturelle face à une force qui elle-même serait naturelle, on a une impuissance organisée, parce que, et en France on le sait plus qu'ailleurs, l'exemple de Servier le montre, il y a des connivences fortes depuis des décennies entre les pouvoirs publics et les petits laboratoires qui, grâce à ces liens politiques, sont devenus des mastodontes à l'international. Et ça aussi, c'est un sujet dont il faudra un jour parler. Très bien. Monsieur Duguet. Oui, donc très rapidement, 3 points qui ont été soulevés. Le premier, c'est sur la question du rationnement sur les médicaments et innovants. Oui, ce rationnement, aujourd'hui, il existe, mais il existe où? Ces médicaments innovants, pour l'essentiel, sont des médicaments qui sont prescrits à l'hôpital. Or, aujourd'hui, avec la faillite de l'hôpital, eh bien, les équipes hospitalières se retrouvent dans l'incapacité de pouvoir donner dans des délais corrects les rendez-vous qui sont nécessaires tout simplement pour mettre en traitement et suivre ces traitements de ces patients. On a amélioré là depuis des ans très fortement, grâce à l'évolution de la loi, le dispositif d'accès compassionnel, d'accès précoce. Réglementairement, ça marche, mais on a oublié que si on ne mettait pas les moyens nécessaires quand un traitement arrivait pour qu'à l'hôpital, il puisse y avoir les moyens d'évaluer, de coordonner, de mettre dans les bases de données, etc., eh bien ça bloque là. Et on se retrouve avec des situations, le médicament, il est autorisé, il est remboursable, mais l'équipe hospitalière est obligée de dire excusez-moi, ma pauvre dame, je n'ai pas de rendez-vous avant 6 mois pour vous mettre sous traitement. Voilà la réalité d'aujourd'hui. Donc déjà, oui, ce rationnement existe. Et oui, pour les traitements innovants, lorsqu'ils arrivent, il faut identifier aussi tous les moyens qui sont nécessaires à l'hôpital pour qu'ils puissent être prescrits et pour qu'on puisse suivre toutes les données, notamment, qui veulent être collectées. On dit qu'il faut faire plein de données en vie réelle et on n'a pas un dispositif satisfaisant pour pouvoir financer leur collecte. Deuxième point que vous avez évoqué, qui est celui sur la question de l'indépendance sanitaire. À l'automne 2019, nous avons, en tant qu'AFM, organisé à l'Assemblée nationale un colloque qui était intitulé « Thérapie génique et indépendance sanitaire de la France ». Je dois vous dire qu'à l'automne 2019, lorsqu'on parlait d'indépendance sanitaire de la France, beaucoup de personnes et beaucoup d'élus nous souriaient au nez. On avait l'impression que ce que l'on racontait, c'était quelque chose qui était en dehors du temps lorsqu'on en disait « attention, attention, on est là sur un enjeu qui est un enjeu majeur ». Et où on disait aussi, les thérapies géniques, c'est une révolution médicale qui est de nature à pouvoir changer de façon durable la façon de soigner plein de maladies qui jusqu'à présent ne pouvaient pas l'être. Et il faut absolument que la France, qui a eu historiquement une recherche académique de premier niveau mondial, qui a été la pionnière sur tous ces sujets, puisse ne pas rater l'industrialisation de tous ces produits et qu'on ne soit pas dans les situations où les inventions, le début se fait dans des équipes en France et où l'industrialisation, les profits et le retour à prix démesuré viennent de laboratoires essentiellement nord-américains. Est-ce qu'on a été écouté depuis? Non, insuffisamment. Il est urgent, il est important de pouvoir en France investir massivement pour avoir une vraie filière dédiée aux génothérapies. Une filière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a besoin, pour produire ces produits qui sont excessivement complexes, d'énormément d'acteurs qui soient sur un même territoire pour coordonner leurs efforts, pour notamment réussir à relever le défi qui est de diviser par 100 les coûts de production, puisque c'est ça aujourd'hui qui bloque. Et pour ça, il faut avoir un ensemble d'acteurs. Alors vous avez cité Hyposchésie, qui était effectivement une plateforme de production que nous avions créée. Quand elle a été créée, c'était la plus grosse au monde. Sauf que le monde évolue très vite. Et que depuis quelques années, si vous regardez ce qui se passe sur les thérapies géniques, les investissements en usines de production, c'est des 500 millions par-ci, 1 milliard par-là qui se font dans le monde entier. Hyposchésie avait besoin pour son développement de trouver des fonds suffisamment importants qui n'ont pas été possibles, à notre grand désespoir, de trouver en France ou en Europe. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est quoi? C'est que ces fonds permettent de garantir que le développement et les productions d'hyposchésie se fassent en France, se fassent à Évry. Et là, une nouvelle usine qui permet d'augmenter très fortement la capacité de production est en train de se finir et va ouvrir avec de l'emploi en France et avec un acteur qui reste un acteur qui, dans l'écosystème français, doit pouvoir jouer un rôle important. Et nous appelons fortement de nos voeux que, dans le cadre des appels d'offres lancés par le gouvernement pour des bioclusters de niveau international se développent en France, eh bien qu'il y ait bien un biocluster dédié aux génothérapies
Et il y a un projet qui est porté, qui est un projet ambitieux, parce qu'en faisant de cette façon-là, peut-être que le gouvernement pourrait montrer qu'il a été compris que l'enjeu d'industrialisation de ces produits en France est important. Et puis, dernier point très rapidement, et là il est très rapide, vous avez dit les maladies rares, modèles pour les maladies fréquentes, c'est ce qu'on a dit pendant longtemps. Et là, ce que je vous disais qui est nouveau et qu'on observe, c'est qu'on est à la limite. Oui, on a pris le modèle, oui, on a investi dans un premier temps pour les maladies les plus rares, et maintenant, on va vers les maladies les plus fréquentes, et on laisse tomber les maladies les plus rares. D'où l'importance, c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure, de créer un fonds qui puisse permettre de continuer un fonds public d'innovation pour que, pour ces maladies, elles ne soient pas les dindons de la farce, en ayant servi de terrain d'entraînement pour les maladies les plus fréquentes et qu'elles se retrouvent aujourd'hui de nouveau sans perspective thérapeutique. Eh bien, merci beaucoup. Je vous prie de m'excuser. Vous avez été très bavard au début. Hein. C'est vous qui avez mangé votre temps. Donc, mes collègues, je leur proposerai de nous fournir un certain nombre de questions qu'on vous enverra en même temps, parce que c'est une grosse frustration pour tout le monde. Et puis, n'hésitez pas à nous envoyer toutes les contributions que vous souhaitez nous faire parvenir. Elles sont toutes lues et analysées avec attention, et elles serviront utilement le rapport final, qui sera donc rendu mi-juillet, suivant le calendrier prévu. Et donc, je vous remercie et je vous salue. Je vous salue aussi, madame, en distance. Voilà. Au revoir, madame la présidente. Au revoir, mesdames et messieurs les sénateurs.